Lundi 23 avril 2018, la fondatrice de l'association Bloom a reçu, c'était à San Francisco, le prix Goldman, qui est considéré comme la plus haute distinction internationale dans le domaine de l'environnement. Je signale qu'elle était la deuxième française à le recevoir, ce prix. Après, on va le rappeler, Christine Jean du comité SOS Loire Vivante, qui elle l'avait eu, mais c'était en 1992. Beaucoup de prix pour saluer l'action de Claire Nouvian et de l'ONG Bloom. Elle a eu entre autres, elle était femme en or de l'environnement, c'était en 2012. Elle a eu le prix de l'océan décerné pour son sens politique par une fondation américaine, c'était en 2017. Le Monde a dit d'elle, je cite, « Si la Madone des poissons se fait autant remarquer, ce n'est en réalité pas tant pour sa combativité, pour sa capacité de travail hors norme ou pour sa rigueur dans l'expertise scientifique, non. Si elle récolte autant de lauriers, c'est surtout parce qu'elle remporte les campagnes qu'elle mène. Et c'est sur le terrain de la lutte en faveur de l'environnement un fait malheureusement extrêmement rare. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir Claire Nouvian. Centre-scène. Ah d'accord. Oh oui, ou là-bas, comme tu veux. Bonjour. Je vais donner le résultat du quiz alors. Oui, on va demander aux je gens veux ce bien. qu'ils en pensent déjà. Oui. Est-ce qu'on peut afficher les résultats? Tadam! Ça arrive. Ah, vous êtes fort quand même, hein? 2,7 millions de tonnes, exactement 2,7 millions de tonnes. Et ce chiffre, il avait été révélé par Bloom, votre ONG. Bloom qui estime, je cite, que 90% de la production mondiale d'huile de foie de requin est destinée à la production de squalane pour le secteur cosmétique et qui précise que certaines espèces de requins profonds sont pourtant sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, il y a quelques années, il y avait un best-seller publié par Viviane Forester qui s'appelait L'horreur économique avec vous. Et quand on parle des océans, on a l'impression que c'est un peu l'horreur technologique et qu'on est en train de tout détruire. Néanmoins, peut-être petit rappel historique pour commencer, Claire Nouvian. Au départ, c'est quand même l'homme qui commence par faire des bêtises sans avoir tout un appareil technologique autour de lui. Oui, mais vous avez entendu Étienne Klein, je pense que vous savez que même quand il a un appareil technologique, ça reste l'homme qui fait des bêtises. C'est juste les moyens qui changent. Il les fait plus fort. Voilà. Oui, en fait, l'histoire de l'homme par rapport à l'océan, c'est une histoire de prédation qui s'accélère avec la technologie. Mais en réalité, on a du mal à dater les premières activités de pêche. On sait qu'à peu près au 10e, 11e siècle, on voit apparaître du poisson sur le menu des villes, à l'intérieur des terres. Donc on voit bien qu'il y a déjà commerce de poissons. Mais on estime que c'est vraiment jusqu'à l'apparition, on va dire, de la découverte des grands bancs de harengs, mais des bancs qui sont absolument gigantesques, qui sont composés de plusieurs centaines de millions d'individus de harengs par les Pays-Bas, en mer du Nord, qu'on arrive dans une échelle qui devient industrielle. On commence en effet à industrialiser notre captation de cette ressource. Aux Pays-Bas, il faut imaginer quand même qu'on est donc au XIVe, XVe siècle, XVIe se constituent des chaînes de production qui vont être un peu des préfigurations de ce qu'on va voir avec le Fordisme. C'est-à-dire qu'on a tellement de matières premières à travailler qu'on met en place des chaînes. Donc des énormes usines. On a des bateaux qui pêchent et à côté des bateaux-usines qui commencent déjà à saler le hareng. Donc on est déjà dans cette vision en effet avec le hareng d'une vision en fait de la ressource qui est d'une abondance qu'on imagine illimitée. Et cette vision-là, d'une ressource tellement abondante qu'on ne pourrait pas l'épuiser, est renforcée par la découverte des grands bancs, immenses bancs de morue, sur évidemment les bancs de Terre-Neuve, parce qu'on est devenu assez familier de cette histoire des guerres que ça a générées entre différents États, l'Islande, la Grande-Bretagne, le Canada, etc., pour avoir accès à la ressource. Parce que là, pareil, on découvre des bancs qui sont tellement gigantesques qu'on peut exploiter cette ressource de façon en fait quasiment industrielle. Ça génère des économies, ça structure nos économies, ça structure nos littoraux. Alors on a du mal à se rappeler ça. Mais il faut imaginer que la morue est tellement abondante qu'on appelle ça le poisson. Quand on fait référence au XVIIIe siècle au poisson en France, on dit est-ce que tu as du poisson? C'est de la morue. Ça devient une unité de mesure, ça devient une monnaie d'échange. Dans le commerce triangulaire avec l'Afrique de l'Ouest, où on va acheter nos esclaves, bien souvent c'est la morue qui sert de monnaie d'échange pour acheter des esclaves. Donc on voit que ça structure entièrement nos économies, ça va avoir un impact absolument gigantesque
sur l'ensemble de notre littoral et sur la perception qu'on a. Et c'est là que se forge en fait cette perception de ressources qui sont inépuisables. À l'époque, on va capturer jusqu'à les quelques grandes nations qui pêchent la morue, on va capturer 100 000 tonnes de morue par an. Au 19e, on arrive à 200, 300 000 tonnes de morue par an. Mais tout ça est toute l'histoire de la pêche, que ce soit l'histoire de la pêche au poisson ou l'histoire de la pêche à la baleine, parce que la pêche à la baleine, c'est aussi structurant. Vous savez, les premiers baleiniers sont des Basques. Hein, on commence à avoir des traces de pêche de la baleine au Pays Basque au XIe siècle. Donc ce sont des choses qui sont très anciennes pour nous, alors qu'évidemment aujourd'hui, quand on voit un rorqual passer dans le golfe de Gascogne, je peux vous dire que ça fait la une des journaux. On a décimé les populations de baleines depuis très très longtemps. Et donc on a cet impact qui va évidemment être accéléré, qui va arriver dans des sphères en fait d'efficacité technologique qui sont devenues non maîtrisables et non maîtrisées, avec évidemment une suite d'inventions, notamment évidemment le moteur à vapeur. Quand les navires de pêche commencent à être équipés à la vapeur, ça change absolument tout. Ça change leur efficacité, la distance qu'ils peuvent parcourir, leur maniabilité. Pour les baleines, ça devient le début de l'hécatombe. On commence à mettre des hélices. On peut évidemment, à partir du moment où en 1868, on invente le canon harpon avec un câble, vous imaginez bien que là, les baleines qu'on arrivait à harponner avant à la main, etc., et qu'on perdait beaucoup, il y avait quasiment 8 baleines sur 10 qui étaient perdues quand on les pêchait. À partir du moment où elles sont attachées à un canon harpon qui est câblé, on perd beaucoup moins les baleines. Quelques années plus tard, on va inventer une technologie qui permet d'insuffler de l'air dans les intestins de la baleine. Donc avant, beaucoup de baleines touchées coulaient, évidemment. C'était une perte énorme, jusqu'à 60% des prises étaient perdues comme ça. À partir du moment où, en effet, à la fin du 19e, on permet aussi d'insuffler de l'air dans les intestins, et pour finir, en 1925, on invente le plan incliné à l'arrière du bateau. Et le plan incliné permet évidemment, vous imaginez qu'avant, ces énormes mammifères, on les attrapait et on les travaillait sur le bord du bateau. C'était instable dans des conditions de climat ou de météo qui pouvaient être un peu difficiles. Quand on passe au plan incliné arrière, ça change absolument tout en termes d'efficacité, de processing industriel de la baleine. Et donc toutes ces inventions permettent non pas de chasser les baleines franches comme on le faisait, mais maintenant de chasser d'énormes mammifères comme les baleines bleues, comme les rorquals. Donc nos prises de baleines explosent. Alors, une fois qu'on a, à la fin du 19e, il y avait quand même des voix qui s'élevaient, qui parlaient mais d'une boucherie insensée. Mais on avait déjà quasiment décimé les baleines dans l'hémisphère nord, donc on passe, à partir du début du 20e, on passe à la chasse à la baleine dans l'hémisphère sud. On estime qu'on a capturé, ce sont des mammifères qui ont une reproduction très lente, ça n'a évidemment rien à voir avec des poissons. On a capturé au XXe siècle, dans l'hémisphère sud seulement, 2 millions de spécimens environ de baleines. Ce qui est gigantesque. Donc évidemment, on prend conscience du fait que ce mammifère marin n'est absolument pas adapté à une exploitation aussi industrielle, à une échelle aussi gigantesque et monstrueuse. Mais il faut attendre 1946 pour la création de la Commission baleinière internationale et 1986 pour qu'on ait un moratoire sur des espèces de baleines qui sont menacées, avec un moratoire, comme vous savez, qui n'est pas exactement respecté par la Norvège, le Japon et l'Islande. La pêche, c'est la même histoire. En fait, ce qu'on va voir comme invention et comme innovation technologique sur la pêche baleinière, c'est la même chose qui sont les mêmes inventions qui permettent aux navires de pêche d'augmenter leur maniabilité, leur puissance, d'aller chercher ce qu'on a décrit comme une triple expansion, d'aller chercher, après avoir donc pêché ce qui était accessible, proche de nos côtes, on va aller plus loin, pêcher de nouvelles espèces, plus en profondeur. Donc c'est une expansion géographique, bathymétrique, parce qu'on enfonce nos filets de pêche, plus ça va et plus on les enfonce à la recherche de nouveaux terrains de pêche, et on va on a une expansion spécifique, c'est-à-dire qu'on va chercher de nouvelles espèces commercialisables. Donc cette tendance, elle est l'histoire de la pêche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit apparaître notamment des techniques de pêche qui ne sont absolument pas sélectives, comme le chalut de fond apparaît au XIVe siècle. En 1370, en Angleterre, apparaît ce chalut, donc les méthodes de pêche qui raclent tout, qui ne font évidemment, le tri se fait à bord du bateau, donc c'est un énorme gâchis. Les écologues terrestres se disent, mais il faut être fou furieux pour accepter de perdre autant de vie pour capturer quelques espèces. Ce sont des centaines d'espèces qui sont attrapées pour quelques espèces qui sont commercialisées.
En 1370 apparaît le chalut en Grande-Bretagne. En 1376, 6 ans après, il y a déjà une pétition de tous les pêcheurs qui pêchent au casier, qui demandent au Parlement britannique d'interdire cette méthode de pêche. Vous voyez, donc comme quoi, c'est quand même fou, non? Il a fallu des années de recherche pour établir qu'en effet, le chalut était un engin non sélectif, destructeur, qui générait un gâchis gigantesque. Mais en fait, nos intuitions sont souvent les bonnes. Et on a besoin de corroborer nos intuitions par de la science, par des chiffres et des faits. Eh bien, malheureusement, au XIVe siècle, le chalut n'est pas interdit. On dit juste, bon, il n'a qu'à aller pêcher un peu plus en profondeur. Et on rate un peu le créneau qui nous aurait permis de rester sur des pêches qui étaient sélectives. Le casier, la ligne, les métiers d'hameçon en général. Or, cette histoire du chalut est vraiment primordiale dans l'histoire de la pêche et de cette histoire de l'innovation technique, technologique, qui va encourager en fait la destruction de l'océan. Parce que le chalut est devenu aujourd'hui la méthode de chalutage de fond qui racle les fonds et qui ne fait pas le tri, est évidemment immensément efficace pour faire du volume. Et il n'y a pas besoin d'être un pêcheur très expérimenté pour manier le chalut. Voyez, tout ce qu'il faut éviter, c'est de crocher. Il ne faut pas attraper. Donc, en fait, il faut préparer le terrain. Si votre filet accroche des anfractuosités rocheuses, par exemple, ça peut mettre en péril pour le coup votre bateau ou votre filet, ça endommage les filets. Donc on prépare le terrain. Donc pendant toute la montée du chalut avec le moteur à vapeur, ensuite évidemment le fuel qui d'ailleurs remplace, à partir du moment où on découvre le pétrole en 1859, ça change aussi la désirabilité de l'huile de baleine pour faire fonctionner nos économies. Mais le chalut augmente en puissance et en maniabilité et en efficacité. Et on se retrouve aujourd'hui avec la majorité des captures mondiales qui sont faites avec cet engin de pêche. Donc aujourd'hui, il faut bien se représenter que les zones de chalutage dans l'océan, c'est environ chaque année 2 fois le plateau continental qui est chaluté jour après jour par des bateaux de pêche industriels. C'est 2 fois la taille des États-Unis chaque année, c'est-à-dire 150 fois chaque année l'équivalent en surface des zones déforestées. Donc chaque année, des bulldozers des mers, ces chaluts de fond qui ne sont pas sélectifs, vont déforester l'environnement marin, mais à hauteur de 150 fois plus que ce qu'on fait subir à nos écosystèmes terrestres. Avec un cap supplémentaire, qui est le jour où on équipe ces chaluts d'électrodes. Alors, on équipe les chaluts avant ça, même, c'est vrai, aujourd'hui, on est arrivé à la pêche électrique parce que la tendance qu'on a dans la pêche... On voit derrière, d'ailleurs, une voilà, photo que vous avez. Vous avez eu la gentillesse de nous ouais. ouvrir votre téléphone portable, hein, dans lequel il y a plein d'images. Hein. Oui, ça, c'est un séjour aux Pays-Bas où j'ai pu photographier donc, les chalutiers électriques qui vont vraiment tous à la messe le dimanche et qui, du coup, sont à quai. Donc, on peut les voir le dimanche et on voit la taille des engins. Et... donc un énorme socle qui racle, des panneaux de chaque côté, et là, tout le long, des électrodes. Donc aujourd'hui, on électrocute en plus l'environnement marin. Donc on se rend compte que cette tendance de la pêche, c'est une tendance à attraper toujours plus à partir de moins. On voit bien qu'aujourd'hui, les ressources marines, ce qu'on appelle les ressources marines, mais parlons des populations, parlons des poissons, les mérous, en Afrique de l'Ouest, les populations de mérous ont chuté de plus de 80%. Avant, un pêcheur sénégalais, il attrapait 80 mérous par pirogue. Aujourd'hui, plus aucun, pas un seul. C'est terminé. Les requins, tous les grands mammifères marins et les grands prédateurs marins ont tous des populations qui ont chuté entre 75 et 99%. On a eu la possibilité de vider l'océan. On a équipé nos bateaux de GPS, de radars, de sonar, de positionnement acoustique. Aujourd'hui, on peut non seulement localiser les stocks de poissons et les bancs de poissons, mais avec un système acoustique, on peut même savoir quelle est l'espèce qui compose le banc. Mais on a tellement réduit les tailles des populations sauvages qu'aujourd'hui, on ne peut même plus pêcher sans artifice. Ce n'est plus possible. Les thoniers, aujourd'hui, ceux qui vont chercher du thon, les thons, vous savez, qui sont tellement abondants historiquement que ça donne des récits qui sont absolument incroyables, comme Michelet quand il décrivait les bancs de morue. Il disait mais elles vont asphyxier la mer. On avait cette vision-là tellement la ressource était abondante. Aujourd'hui, on ne peut plus pêcher de thon sans avoir des dispositifs de concentration de poissons, de façon à ce que les quelques thons qu'il reste s'agrègent autour, parce qu'il se trouve que les thons s'agrègent sous des objets flottants. C'est comme ça qu'ils font.
Et donc, ils s'agrègent sous des dispositifs de concentration de poissons. Et c'est ainsi, donc chaque bateau espagnol, un thonier senior, même français, va mettre à la mer, un bateau espagnol va mettre jusqu'à 1000 ces espèces de ce qu'on appelle les DCP, ces dispositifs. Ça peut être un radeau. Ça peut être un radeau avec un filet. Dès lors qu'il y a un objet flottant, le thon se met à tourner autour. Sauf qu'évidemment, les DCP aujourd'hui, on leur a mis des balises satellites, ce qui fait que chaque bateau va savoir, repère s'il y a de la biomasse qui s'est agrégée sous le dispositif de concentration et va pouvoir envoyer son bateau de pêche une fois que la biomasse. Et donc chaque bateau va déployer jusqu'à 1000 DCP. Donc vous voyez, en fait, c'est une guerre technologique. Donc le chercheur Daniel Pauly dit, on a déclaré la guerre aux poissons et on l'a gagnée. Et quand on voit en effet que cette tendance d'attraper toujours plus à partir de moins continue et que dans cette évolution-là, on en arrive à électrocuter les poissons aujourd'hui, parce qu'en Europe, même si c'était interdit, on a levé un interdit parce que la Commission européenne a été vraiment très, très corrompue moralement sur cette affaire, et tout le dossier est en ligne sur le site de Bloom, est en faute morale, parce qu'elle a levé un interdit pour faire plaisir à un lobby qui est le lobby industriel des Néerlandais, qui sont donc vraiment une très, ça remonte très au XVe forte siècle, puissance de... Oui, ça même au remonte bien avant. XIVe. Eh bien, on voit bien que les lobbies sont dans la place, le sujet est d'actualité en ce moment, et qu'ils obtiennent des décisions publiques qui sont iniques et qui continuent cette espèce de façon de regarder juste le pas d'avant. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la flotte de pêche qui est en difficulté? Parce qu'évidemment, ces chaluts sont dépendants, et je ne peux pas ne pas évoquer les subventions publiques, parce que cette méthode de pêche de chalutage, évidemment, qui racle tout, qui doit déjà... déposer, avant même d'avoir attrapé le moindre poisson, doit déployer un matériel qui est lourd, immensément lourd, donc forcément, et qui est tracté. Donc on est dans une dépense d'énergie absolument sidérante. Donc d'un point de vue accord de Paris, lutte contre le changement climatique, on voit bien que cette méthode de pêche appartient au passé. Elle appartient au passé aussi parce qu'on est en train de vivre la 6e extinction du vivant, et que évidemment il ne faut plus accepter cet énorme gâchis qui serait intolérable s'il se passait en forêt, s'il se passait sur des écosystèmes terrestres. Mais là on ne le voit pas. Mais là, déjà, on ne le voit pas, et on subventionne cette méthode de pêche qui est si énergivore, est subventionnée. Et donc, sans nos impôts, il ne se passerait pas du tout la même chose. Et notamment, on n'aurait pas équipé les pêcheurs néerlandais d'électrodes qui leur permettent d'électrocuter maintenant l'ensemble de la vie marine. Donc vous voyez, l'innovation au service de la destruction de l'océan, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Europe. On essaie de se battre pour obtenir l'interdiction. Alors justement, deux petites questions avant de passer la parole à la salle. Et vous pouvez vous poser aussi vos questions au 07 57 90 35 06. La première, on voit bien comment l'innovation est destructrice concernant les océans, les poissons, les baleines, etc. Est-ce qu'il y a quand même quelques innovations qui, elles, pourraient permettre de restaurer, de sauver les choses? En gros, est-ce que vous auriez un tout petit signe d'espoir à nous donner, y compris de l'innovation politique et le combat que vous menez à travers Bloom? Et puis j'aurai une autre question après. D'accord. Alors, l'espoir, c'est pas mon fort. Hein. Moi, faut pas m'inviter pour donner de l'espoir. Je n'en ai absolument pas. Mais j'ai la combativité. Enfin, ce que vous dites, je pense que voilà, c'est l'homme révolté de Camus, quoi. C'est le Sisyphe heureux. Voilà, c'est moi, je suis Sisyphe. On est là. C'est le tonneau des Danaïdes, notre truc. En fait, on n'arrive pas à trouver évidemment de volonté politique pour régler les problèmes. Parce que régler les problèmes, vous imaginez bien, c'est archi simple. Hein. Déjà, je vais vous dire, il y a un truc qui est tout simple. On arrête de subventionner les pêches destructrices. Ça marche, non? Mais on ne le fait pas. Voilà, on ne le fait pas. Maintenant, je pense que la vraie innovation, ce serait d'avoir des systèmes politiques qui n'appartiennent pas au lobby, donc qui refusent l'influence néfaste de lobbies sectoriels. Alors on nous dit, aujourd'hui, Benjamin Griveaux et tout ça, il nous dit, ouais, mais attention, les lobbies, on les écoute, mais vous savez, oui, très bien, il n'empêche que nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez évidemment preuve de discernement, ça fait partie du code de déontologie de n'importe quel élu. Vous recevez des gens, bien sûr, ils ont le droit de venir faire valoir leurs intérêts économiques. Maintenant, distinguer ce qui est de l'ordre de l'intérêt général, d'une mission d'intérêt général pour vraiment préserver le long terme, et des intérêts sectoriels, privés, court terme. Cette distinction n'est pas faite. Même, en fait, on voit bien que quand Emmanuel Macron va en Bretagne, il est entouré de qui? Du président du comité régional des pêches de Bretagne, qui a fondé le plus gros lobby pour la pêche industrielle, qui s'appelle Bluefish, qui a été épinglé par la Haute Autorité à la transparence de la vie publique, hein, comme étant une fausse association, un vrai lobby, etc. Donc ça, ce serait une vraie innovation. Donc en fait, justement, ils sont là, les lobbies.
Les lobbies sont dans la place. Ce que Nicolas Hulot a dénoncé tout récemment. Vous lui avez écrit une lettre dans le Nouvel Obs, enfin dans l'Obs, pardon, tout récemment, dont le titre va me revenir. Merci d'avoir enfin craqué. Ça a l'air super sympa. Quand on lit le texte, la plume est quand même trempée dans le venin. Alors vous ne l'écrivez pas en ces termes, mais au fond, à vous lire, il a été un peu l'idiot utile d'Emmanuel Macron pendant un an. Il a couvert une politique qui n'en était pas une, non? Oui, alors moi je ne comprends pas, donc j'attends d'avoir une conversation avec lui, parce que je n'ai pas compris déjà initialement pourquoi Nicolas Hulot avait accepté de rejoindre ce gouvernement plutôt qu'un autre, parce que tout le monde le lui avait demandé en plus. Mais tout le monde lui avait demandé. Puis alors, je peux vous dire que Nicolas Sarkozy, qui était quand même, rappelez-vous, les 2 premières années du mandat de Sarkozy, il était dans une espèce d'énorme ouverture d'esprit. Il avait donné les clés de l'écologie à Borloo. Bon, après, ça a vraiment changé au bout de 2 ans. Mais les 2 premières années, il aurait fait n'importe quoi pour avoir Hulot dans son gouvernement. Il aurait arbitré des tas de choses fortes. Et donc, la politique, c'est la négociation. Rejoindre un gouvernement qui ne donne aucun gage, ça reste complètement inexplicable pour moi. Mais je suis quand même contente qu'il ait arrêté ce mensonge. Il est fini par dire stop. Oui, quand même, merci qu'on arrête le mensonge collectif. Comme le dit Edgar Morin lors d'une interview qui a été faite pendant le festival Climax, une très belle interview croisée que je vous encourage à lire entre Jane Goodall. C'est dans Libération. Dans Libération. Edgar Morin dit, non, c'est pas une question de est-ce qu'on va mettre l'écologie de façon compatible avec l'économie. C'est que l'économie actuelle, libérale, productiviste, etc., n'est pas compatible avec nos enjeux écologiques, et donc il faut repenser notre feuille de route. Après, j'ai quand même une innovation. Allez. Ensuite, je passe la parole à Jessica, qui, j'imagine, a plein de questions. Il y en a une. En fait, c'est un système. En fait, ça prouve aussi qu'avec de la volonté politique, quand les intérêts sont du côté national, on a quand même des choses qui fonctionnent. C'est qu'il y a un système satellite qui s'appelle Catapulte, qui permet de repérer les bateaux de pêche illégale. Vous imaginez qu'avant, avoir un garde-côte au fin fond de l'Antarctique qui partait à la course sur des milliers de milles nautiques derrière un bateau de complaisance qui attrapait de façon complètement illégale des ressources très très précieuses, c'était impossible, on avait très peu de chances de succès, etc. Aujourd'hui, c'est possible avec un outil satellite, donc il y a un système qui s'appelle Eyes on the Sea, et ils arrivent vraiment à arraisonner des bateaux de pêche illégale de façon très efficace. Donc voilà, il y a une innovation. Enfin, en gros, on a mis au service de la lutte contre la pêche illégale nos moyens de surveillance satellite. Ça, c'est bien. C'est peut-être pas mal. C'est très bien. Jessica, pour des questions du public. Merci Emmanuel. Et en effet, il y a beaucoup de questions. Alors, comme il y en a beaucoup, on va essayer de faire une sorte de ping-pong. Et plus c'est concis, et mieux ça va être, d'accord? Alors, pour les consommateurs soucieux de la vie des océans, que suggérez-vous? Faut-il arrêter de manger du poisson? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je pense que c'est comme toute chose. En fait, il faudrait manger beaucoup moins de viande, parce que notre alimentation carnée pose aussi des problèmes à l'environnement et notamment au climat. De la même façon pour les poissons, en fait, il faut simplement raison garder. On a fait du poisson une commodité dans les pays riches, ce qui n'est absolument pas le cas. Quand on prend, nous, sur notre assiette, on vole quand même aux pays en voie de développement, notamment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, notre surcapacité de pêche, notre problème, c'est la surcapacité. Retenez 2 trucs. Surcapacité de pêche, pêche destructrice, on va dire subventionnée. Quand on retient surcapacité et subvention, on a compris tout le problème de l'équation. Et donc aujourd'hui, quand on a des surcapacités de pêche aussi énormes, autant de bateaux, aussi efficaces, aidés technologiquement chaque année par une espèce d'augmentation de leur capacité à pêcher, eh bien évidemment, on a pris tout ce qu'il y avait à côté de chez nous, et donc on envoie nos bateaux en Afrique, dans l'océan Indien. Et là, les répercussions sont malheureuses. Elles sont humaines. Là, elles sont humaines. Elles sont humaines, économiques. On déstabilise les économies des littoraux, de zones qui sont vulnérables. Donc on alimente l'instabilité politique et la misère humaine. Jessica. Une question qui prolonge la précédente. Que pouvons-nous faire? Si vous voulez prendre le temps d'applaudir, allez-y. On vous laisse le temps d'applaudir. Non. Il n'y a pas de problème. Présence, Que pouvons-nous faire à notre échelle pour participer à la reconstruction de la faune marine? Alors ça, c'est une difficile question. Moi, je crois au travail associatif. En fait, je pense qu'il faut déjà financer les assos. N'hésitez pas, parce qu'on a quand même très très peu de budget, et notre liberté de parole vient aussi du fait qu'on ne va pas quémander des subventions. Donc évidemment, cette liberté de parole, elle a un prix. C'est comme la production de bons contenus dans la presse, ça a un prix. Donc pour pas boucler avec la directive sur ce que vient de voter le Parlement européen sur les droits d'auteur, c'est la même chose. Ça a un prix.
Donc déjà financer des bonnes associations, il y en a un paquet qui font un très bon travail. Et je pense être en conscience, parler, en fait, notre grand sujet, c'est la lutte qu'on doit faire contre le contenu ultra débile que nous proposent des écrans à longueur de journée. Donc si on pouvait lutter contre l'effondrement de nos cerveaux et cette espèce de lutte contre la pensée complexe, et voilà, je pense qu'on ferait un grand travail collectif. Jessica. Une autre question sur le futur de la pêche. Est-ce que le futur de la pêche, ce sont des bateaux robots sans équipage et qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense que justement, c'est une question, typiquement, la pêche, c'est politique et 100% politique. C'est-à-dire qu'on a affaire à une ressource commune, dans un espace commun. On ne peut pas administrer la pêche sans passer par de la politique. C'est ça le drame de la pêche. Et contrairement à l'agriculture, où en effet, on peut acheter un lopin de terre, et même si le gouvernement Macron a maintenant interdit les aides à l'agriculture bio et stoppé les aides, on peut faire la démonstration soi-même qu'on est capable de cultiver autrement. Quand vous voulez pêcher, vous voulez vous lancer dans la pêche, vous ne pouvez pas. Vous devez avoir une licence qui est attribuée de façon publique, un quota de pêche qui est attribué de façon publique, etc. Et donc, le futur de la pêche, c'est une question de débat public. Alors saisissez-vous de cette question-là, parce que personne ne s'en occupe à part quelques lobbies qui ont l'oreille, qui sont dans la place, même plus qu'ils ont l'oreille, ils sont dedans. Ils sont à l'intérieur, ils sont écrivent, ils tiennent la main. Alors que c'est une question publique. Est-ce qu'on veut des bateaux qui sont capables d'être pilotés quasiment à distance, comme font les Russes, enfin les Soviétiques qui avaient développé des bateaux de 165 mètres. Les Chinois font ça aujourd'hui, c'est du délire technologique. Ou est-ce qu'on veut revenir à une échelle humaine parce que l'emploi doit être une priorité ? Pour nous, la priorité c'est l'emploi. Et l'emploi dans la pêche sans la ressource, de toute façon, ce n'est pas possible. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, Jessica, peut-être encore une question. Une dernière question. Comment protéger cet écosystème au niveau mondial quand chaque pays a des réglementations de pêche différentes ? C'est aussi une question excellente et très dure parce que quand on est sur des eaux souveraines, jusqu'à 200 000 nautiques, on est chez nous et on fait ce qu'on veut. Eh bien, on peut dire éventuellement justement qu'on a un moyen de pression si on s'engage dans un dialogue, dès lors que le gouvernement ne serait pas complètement corrompu et complètement un dictateur africain, ça ne marche pas. Mais il y a quelques pays qui veulent s'engager sur la construction d'un peu du long terme. On peut imaginer qu'on peut les influencer pour adopter des mesures, des règlements, etc. de pêche. Mais en eau internationale, là, les eaux internationales, on reste dans cette histoire des ressources inépuisables. Cette vision des ressources inépuisables a dicté le droit international de la mer. Aujourd'hui, les pêcheurs peuvent pêcher tout ce qu'ils veulent. Et ils vont à quelques réunions pour faire comme si, etc. Mais on est dans du droit onusien, donc du droit mou, du droit qui n'a pas de dents. Et aujourd'hui, vous savez, c'est entamé d'ailleurs une session de négociation sur un traité pour la haute mer. Et ce serait l'occasion de faire rentrer dans le périmètre de cette négociation, de ce traité international, la pêche. Mais imaginez bien que les lobbies ne sont absolument pas d'accord et que la France n'est pas d'accord pour mettre à l'intérieur du périmètre de ce traité international la pêche pour qu'on réglemente les activités de pêche. Donc je peux vous en dire plein d'autres sur ce que le gouvernement a fait, si vous voulez. Parce que le gouvernement Macron a aussi bloqué la création d'aires marines protégées dans l'océan Indien. J'ai fait une tribune dans l'Obs début juillet là-dessus. Vous voulez, on a quand même... Et le gouvernement Macron est en train de militer auprès de la Commission européenne pour réintroduire les subventions à la construction de nouveaux bateaux. Alors qu'on a entre 2 et 4 fois trop de bateaux qu'on exporte chez les pays, vers des pays qui, pour le coup, sont beaucoup plus vulnérables. Donc je peux vous dire que être au courant des affaires publiques, suivre ça, parce que les poissons, c'est politique, l'océan, c'est politique, suivre ça et faire pression, écrire des tweets, on est réduit, de toute façon, à la part congrue, les constitutions ont organisé l'impuissance citoyenne, donc on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on fait du bruit, on écrit, on dit notre mécontentement, et on le dit notamment aux chaînes de grande distribution, parce qu'ils distribuent 75% du poisson en France, c'est quand même la grande distribution. Leur faire savoir que vous voulez du poisson traçable, tracé, humain, qui génère des emplois sans subvention, avec peu d'impact sur l'environnement, et au gouvernement, ça ferait une énorme différence. Parce que sans vous, nous, on n'arrive à rien, que les choses soient dites. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Claire Nouvian, merci beaucoup.